Vous avez toujours rêvé d'avoir un cheval musclé comme un dieu grec? Ou que Pégase ait les abdos d'un cheval de course? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle abdominaux. Dans un premier temps, comme d'habitude, il faut savoir de quoi on parle. Donc on va faire un petit peu d'anatomie. Ensuite on discutera fonction pour en venir à ce qui vous intéresse, comment on les travaille. Quand dans le monde du cheval on parle des abdos, on parle donc des muscles abdominaux, et topographiquement ça signifie la région abdominale. Topographiquement, ça veut dire la zone. Pour être sûr qu'on parle de la même chose, on détaille un petit peu cette zone. Elle se situe de la fin du sternum, donc juste derrière le passage de sangle, jusqu'à la zone mamelle-fourreau. À partir du sternum, elle remonte le long des côtes jusqu'au lombaire, qu'on appelle couramment, par abus de langage, les reins, puisqu'en fait les reins se situent en dessous, les vertèbres lombaires. Mais on parlera anatomie rachidienne une autre fois. Puis, rejoint la pointe de la hanche et descend jusqu'à l'avant de la cuisse, soit le grasset. La paroi abdominale est constituée d'une succession de plans aponevrotiques symétriques bilatérales qui se réunissent ventralement. C'est-à-dire que la paroi abdominale, c'est un millefeuille. Il s'agit en réalité de plein de muscles assez plats, superposés les uns par-dessus les autres. Ils sont symétriques d'un côté par rapport à l'autre et se rejoignent au milieu sur l'axe sternum-nombril pour former ce qu'on appelle la ligne blanche. Par exemple, chez nous, on n'a pas un gros muscle abdominal qui prend l'ensemble du ventre. Oui, j'ai dit un muscle abdominal. On a un muscle de chaque côté qui se réunissent au milieu pour former la ligne blanche. On va pas rentrer dans les détails de l'anatomie et te donner les insertions ultra précises, mais c'est juste pour te donner une idée parce que c'est important pour la suite. Allez, on est parti pour se taper les 4 muscles abdominaux du cheval. Allez, t'inquiète, ça va bien se passer, fais-moi confiance. Numéro 1, l'oblique externe de l'abdomen. On distingue deux parties, le corps charnu, qui est la partie qui se contracte, et l'aponévrose, qu'on peut comparer à un gros tendon plat, qui par définition du tendon ne se contracte pas. La partie charnue, coloriée en orange ici, s'insère sur quasiment toutes les côtes, puis se prolonge par son aponévrose pour rejoindre l'oblique externe de l'autre côté, et fusionner au niveau de la ligne blanche. C'est la partie en jaune. L'oblique interne de l'abdomen, il se situe sous le précédent. Sa partie charnue, en bleu, donc celle qui se contracte, s'insère grosso modo sur le bassin et sur la dernière côte. Il se continue par son aponévrose qui fusionne avec l'oblique externe de l'abdomen, donc celui qu'on a vu juste avant, et son pote équivalent de l'autre côté. Allez, on en a fait 2 sur 4, t'es à la moitié, ne lâche rien. Encore en dessous, ces deux muscles obliques, on retrouve le transverse de l'abdomen. Sa partie charnue, en rose sur le dessin, est plus courte que les autres. Et elle s'insère sous les lombaires et sur la dernière côte. Et son aponévrose, ici, en vert clair, il s'insère comme les autres avec son jumeau au niveau de la ligne blanche. Et on termine par le droit de l'abdomen. Imagine un cheval avec des tablettes de chocolat, et bah ce serait lui qui serait responsable. À l'avant, il s'insère sur le sternum, à l'arrière, il s'insère sur le pubis. C'est un muscle polygastrique, c'est-à-dire que c'est comme si on avait plein de petites successions de muscles qui en forment un seul gros. Ce qui donne cet aspect tablette de chocolat chez nous. Et c'est le muscle en rouge et vert sur le schéma. Maintenant, à quoi il sert et comment il fonctionne? Pour comprendre la fonction sur le squelette, il faut essayer d'imaginer qu'on rapproche les deux points d'insertion dans le sens des fibres musculaires. On verra le fonctionnement des muscles plus en détail une autre fois. On va donc me prendre en exemple et imaginer que je suis un cheval. On commence par le plus simple, le droit de l'abdomen. Imaginons que je doive rapprocher mon sternum de mon pubis. Si je les rapproche, qu'est-ce qui se passe? Je rentre le ventre et le dos monte. Concernant l'oblique externe, on a une insertion ici sur les côtes et il vient rejoindre son copain de l'autre côté. Si j'essaye de rassembler mes deux mains, je rentre le ventre et le dos monte. Pour l'oblique interne, c'est un peu la même chose. Je cherche à rapprocher ma dernière côte, mon bassin, vers le même de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il se passe? Je rentre le ventre et le dos monte. Et pour le transverse, c'est encore une fois quasiment la même chose. Les lombaires, la dernière côte, vers son homonyme contralatéral. Je le contracte, je rentre le ventre et le dos monte. Concernant les obliques et le transverse, si on contracte qu'un seul côté, qu'est-ce qui se passe? Je m'incurve légèrement et engage la hanche sous mon corps. Ça commence à vous parler? Alors pour conclure sur le rôle des abdominaux, je rentre le ventre et je monte le dos. Je rentre le ventre et je monte le dos. Dans un langage un peu plus approprié, on dira flexion du rachis et soutien de la masse abdominale. Parce que avec ces 30 mètres d'intestin et tout le reste qu'il y a là-dedans, je te dis pas le poids que les abdominaux ont apporté. On en vient à ce qui vous intéresse,
comment les travailler. Déjà, il faut savoir pourquoi. C'est pas juste pour que Pégase ait une jolie ligne de cheval de Grand Prix. Il y a d'autres intérêts, ne serait-ce que pour te porter par exemple. Et oui, que tu fasses 40 ou 80 kilos, t'es quand même assis sur quelque chose qui ne repose pas sur le sol et qui potentiellement peut s'affaisser. Et donc endommager son dos. Essaye de courir cambré pendant 1 heure avec un sac à dos qui fait rien que 10% de ton poids. On en parlera plus tard de ton mal de dos. Et aussi, évidemment pour ce que je viens de dire juste avant, le poids des viscères. Petite pensée pour toutes nos poulinières. Pour savoir comment les travailler, il suffit de réfléchir à l'inverse de ce qu'on vient de faire. Qu'est-ce qui se passe quand je rapproche le sternum de mon pubis devient comment faire en sorte que mon pubis ou mon sternum se rapprochent l'un de l'autre. T'as compris la réflexion? Ok, alors on reprend. Comment faire pour que mon sternum et le bassin se rapprochent l'un de l'autre? Engager les hanches? Abaisser le bassin? Ouais, on entend ça partout. Eh bien oui, tu viens de perdre quelques précieuses minutes de ton confinement pour que je te dise ce que tu savais déjà. Bon, au moins j'espère que maintenant t'as compris pourquoi est-ce qu'il faut abaisser les hanches et engager le bassin. Mais t'inquiète, j'ai pas fini. Parce que sternum pubis, ça fonctionne très bien pour le droit de l'abdomen, mais pour les autres. En gros, si on réunit tous les abdominaux ensemble, l'objectif c'est de rapprocher les côtes et le pubis. Donc après il faut savoir si on rapproche le haut du bas, donc chez le cheval l'avant de l'arrière, ou le bas du haut, donc l'arrière de l'avant. Il paraît difficile d'imaginer qu'on puisse rapprocher les côtes du bassin, comme on peut le faire chez nous par exemple. En revanche, chercher à rapprocher le bassin des côtes, là ça prend sens. Et comment on fait pour bouger le bassin d'un cheval? Bah je sais pas, y a pas un truc qui est accroché dessus qui s'appelle les postérieurs par exemple? Si j'avance le postérieur, si je le lève et l'avance, ou si je fais des bascules, je rapproche le bassin de mes côtes. À partir de là, c'est à vous de comprendre que tout ce qui mettra le cheval en avant avec un abaissement des hanches et un engagement du bassin suffisant travaillera les abdominaux. À cheval comme à pied, l'engagement travaillera les abdominaux. Le dénivelé, les sauts de puce et autres exercices de gymnastique, les barres au sol et évidemment les rassemblés sont des exercices qui sollicitent énormément les abdominaux à condition que les hanches soient engagées dans le mouvement. La finalité, c'est que si l'attitude de travail est pas correcte, t'étonne pas de pas avoir de résultats même en faisant ces exercices 8 fois par semaine. Si tu es un cavalier expérimenté, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'as toutes les clés en main pour créer tes propres exercices dans l'objectif de rapprocher le bassin et les côtes. En revanche, si t'es pas sûr que l'attitude dans laquelle tu travailles ton cheval est parfaitement correcte, n'hésite pas à te rapprocher de personnes dont c'est le métier. Moniteur, instructeur, cavalier pro et j'en passe. J'espère qu'après cette vidéo, tu comprends l'importance de connaître l'anatomie pour savoir comment travailler ton cheval efficacement. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt! On est parti.